Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo. Et oui, je sais ce que vous vous dites, c'est quoi ce bordel? Bah oui, parce que là, je suis en train de reprendre l'ancien setup, voire encore bien avant, puisque je filme avec le téléphone. J'ai pas la caméra ni le micro à disponibilité, donc en attendant, je prends l'ancien setup pour dépanner. Bref, le plus important dans cette vidéo, c'est toutes les lectures que je vais vous présenter et que j'ai lues durant cet été, durant les vacances, hein. Donc il y aura très peu de nouveautés, hein, à l'inverse de achats et lectures précédents, celui qui était juste après la Japan Expo où il y avait vraiment que des nouveautés. Là il y en aura très peu. J'ai quand même profité de la pause des maisons d'édition et des sorties des nouveautés pour pouvoir découvrir de nouvelles choses, de nouveaux titres que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et on commence tout de suite avec juste les deux petites nouveautés. Oui, puisqu'entre temps, il y a eu quand même un tout petit peu de sorties. J'ai eu quand même le tome 8 du manga Le Vendeur du magasin de vélo, une série que j'adore toujours autant. Tandis que la relation à distance apporte une tension émotionnelle, un nouveau petit personnage fait son apparition. Un petit chien adopté par Ryohei. Il est vraiment tout mignon, j'adore. C'est toujours très touchant. Il y a une bonne vision des difficultés de la vie, professionnelle comme relationnelle. Toujours un de mes titres préférés. Ces dernières semaines également, le tome 14 de Ron Kamonohachi Deranging Detective. Bon, il faut que je vous dise un truc à propos de cette série, c'est que ça commence un petit peu à m'ennuyer. En réalité, on est déjà, on est quand même au 14e tome. Ça commence à être une série pas mal longue. Et ça commence à m'ennuyer. Voilà, alors c'est les énigmes, les enquêtes sont toujours très intéressantes. Il y a de bonnes idées. Mais c'est redondant, voilà, c'est vraiment très redondant. J'ai du mal avec les deux personnages principaux, donc Ron et son acolyte dont je n'ai plus le nom. Je pense arrêter, franchement, là c'est bon, j'en suis quand même au 14e tome, c'est largement suffisant. Donc ouais, voilà, je pense qu'on va raccrocher avec cette série, je vais la revendre. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en MP, que ce soit sur Discord ou Twitter. Je vous enverrai un lien Vinted, si jamais vous êtes intéressé par les 14 premiers tomes de Ron Kamonohachi Deranging Detective. Je pense les faire à 3 € pièce, donc vous calculez. Là comme ça, 14 x 3, je suis très mauvais en calcul mental. Mais donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Et on poursuit directement avec mes séries en cours, une série que j'ai terminée, qui était dans mes objectifs de l'année 2025. Et il s'agit de Hikaru no Go, voilà, donc du tome 11 au tome 20. Ça a été une très bonne aventure, en 20 tomes quand même, donc il s'agit quand même d'une longue série sur cette super belle édition rigide de chez Delcourt Tonkam. Magnifique l'édition, donc j'en avais déjà parlé, j'avais déjà présenté les 10 premiers tomes, mais voilà, j'ai fini la série. Qu'est-ce que j'en ai pensé au final? Donc du tome 11 au tome 20, ça marque une montée en intensité de la quête de Hikaru pour devenir un joueur de Go professionnel. Ces volumes se concentrent sur l'examen professionnel et les débuts de Hikaru en tant que pro, et enfin le tournoi au couteau. La narration est excellente, alors qu'encore une fois, c'est juste du Go, mais ça le sublime, c'est palpitant, grâce à des stratégies complexes et ses enjeux forts, notamment autour de la relation entre Hikaru et Sai. Les dessins d'Obata sont toujours magnifiques, on voit une très forte progression dans son dessin depuis les débuts du manga. Il y a une certaine maturité, hein. Vous prenez le tome 1 et le tome 20, vous comparez les dessins, vous allez tout de suite voir la différence. Ne serait-ce parce que côté un petit peu cartoonesque avait l'auteur, enfin le dessinateur dès les débuts, et comme je vous l'ai dit, il a pris en maturité avec le temps, et sur la fin de Hikaru no Go, on a cette sensation de lire un Death Note ou un Bakuman. J'ai eu beaucoup de mal par contre sur le départ de Sai et sa disparition totale du manga. J'imagine que c'est pour faire grandir le personnage de Hikaru, mais on perd un petit peu l'âme du manga à ce moment, je trouve. Malgré cela, la série reste passionnante, une fin un peu brutale, mais passionnante. Donc Hikaru no Go, foncez, c'est très bon. Cet été, j'ai eu beaucoup de temps pour découvrir des nouveaux mangas, donc on part sur mes découvertes. Et donc, on va commencer par un Tezuka, puisque j'ai eu l'objectif cette année de lire un maximum de Tezuka, minimum 3. Donc on est sur le 3e de l'année, et ce sera Ayako, le plus gros, hein. Un gros pavé, je crois de 700 pages. Attendez, je vais vous dire ça. Ouais, 700 pages, c'est un des plus gros mangas que j'ai lu. Donc Ayako déjà, de quoi ça parle? Ayako Tenji, jeune fille piégée dans les secrets et trahisons de sa famille dans le Japon d'après-guerre.
Entre lutte de pouvoir, crime et corruption, son destin tragique reflète les bouleversements d'une société en crise. Waouh, bah là je dois dire que c'est réussi comme titre. C'est une lecture très difficile, pas par son rythme et son découpage qui lui est vraiment bien, surtout pour l'époque où il a été écrit, mais plus par ses thèmes et ses situations. Tezuka explore avec brio la corruption, la culpabilité et la fracture sociale. On prend parti pour la pauvre petite Ayako qui est une victime de cette famille. Toute sa vie, elle paiera le prix des agissements et des choix des membres de sa famille. C'est très très pesant, mais étrangement captivant. Donc voilà, et puis avec cette super belle édition, encore une fois, de Delcourt Tonkam. Franchement, bravo, c'est très très bon. Ensuite, ça fait longtemps que j'avais pas parlé de Jiro Taniguchi. J'ai enfin pu lire ce titre qui était emballé depuis un bon moment dans ma collection. Donc, le gourmet solitaire, suivi de Les rêveries d'un gourmet solitaire. Donc là, c'est vraiment tout en un, dans un seul tome. D'ailleurs, très belle édition cette fois-ci de Casterman. C'est une des collections que j'apprécie le plus. Ils ont fait que 5 tomes de chez Taniguchi, de chez Casterman, dans ce format-là. J'aime beaucoup, puis regardez, c'est magnifique. Et c'est dans le format lecture européen, surtout. Donc déjà, le gourmet solitaire, de quoi ça parle? Un voyageur de commerce solitaire explore les quartiers du Japon à la recherche de plats authentiques. À chaque arrêt, il savoure des spécialités locales dans des restaurants modestes, mêlant plaisir culinaire, réflexion introspective et observation du quotidien, dans une ode à la simplicité et à la culture japonaise. Ça fait envie, ça donne faim, mais alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Vous savez, c'est difficile de faire apprécier un manga sur le thème de la cuisine. Comment rendre des plats appétissants si on n'a ni l'odeur, ni le goût? Et pourtant, Jiro Taniguchi réussit cet exploit assez simplement finalement. Déjà par son dessin, très réaliste, par ses descriptions détaillées, mais surtout grâce au personnage qui va entrer dans les détails, non pas que du plat, mais de l'environnement dans lequel il mange ses plats par exemple. Pour tout amateur de la culture japonaise, c'est un titre indispensable car on fait un tour d'horizon de tous les pays, pas que des plats, mais des paysages, des villes. Cependant, le manque de fil rouge rend ce bloc bien trop répétitif. Je me suis vu m'ennuyer à la suite d'une lecture enchaînée de 5 ou 6 chapitres d'affilée. C'est un très bon titre mais qui se déguste avec modération, sinon on risque d'être vite écœuré. Une autrice et dessinatrice que j'aime beaucoup, c'est Fumio Kuno et j'ai pu enfin lire le dernier titre disponible en France. C'est Les fleuristes du coin de la rue qui est d'ailleurs un recueil d'histoires. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce titre? D'abord, de quoi ça parle? Les fleuristes du coin de la rue suit Rin Shimizu, licencié de son travail, qui trouve un emploi chez Uraha Iwa, une fleuriste excentrique. À travers leur quotidien dans une boutique de quartier, Rin découvre le langage des fleurs et les histoires intimes des clients, dans une tranche de vie douce et colorée. C'est très mignon comme petite histoire, enfin comme Slice and Life, comme je l'ai dit, c'est un recueil de plein de mini-histoires. Mais bon, je dois dire quand même, les fleurs, c'est un spectre qui m'est totalement inconnu. Et pourtant, je me suis laissé aller dans ces différentes mini-histoires tournant autour d'une multitude de variétés de fleurs. Ne racontant pas grand-chose, ça m'a rapidement ennuyé, ceci dit. Heureusement que ce recueil varie entre plusieurs mini-histoires de l'autrice, allant parfois sur des thématiques et des personnages totalement différents. Un bon petit slice and life, mais qui ne me marquera pas, je pense. Et dans une très belle édition de chez Kana, un petit peu cartonné. J'aime beaucoup ce qu'ils font pour l'autrice. Ils ont déjà édité beaucoup d'œuvres que j'ai présentées sur la chaîne, que je vous invite à voir. J'ai d'ailleurs sorti des shorts qui en parlent. Allez, le dernier titre de cette vidéo, et je vais vous parler d'un auteur, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé non plus. C'est Gutanabe, avec un chef-d'œuvre de Lovecraft, et cette fois-ci, je vais vous parler de Dans l'abîme du temps, que j'ai lu sur la plage en très peu de temps. Vraiment, je crois que ça m'a pris 20 minutes. D'ailleurs, il y a encore du sable dessus. C'est dommage, parce que ça l'abîme un peu, et l'édition est magnifique. C'est comment on appelle ça, en cuir, en simili-cuir, de chez Kiyun. Ils ont toute une collection comme ça. Il m'en manque plus beaucoup. Je crois que j'ai quasiment fait le tour. Il doit me manquer 2 ou 3 histoires. Donc, Dans l'abîme du temps, de quoi ça parle? Adapté d'un roman de Lovecraft, suit le professeur Nathanael Peasley qui, en 1935, explore le désert australien à la recherche d'une civilisation inconnue.
Hanté par des souvenirs implantés et une amnésie de 5 ans, il découvre des vérités terrifiantes liées à une ancienne race et au voyage dans le temps plongeant dans un univers oppressant, mêlant horreur et science-fiction. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, faut savoir que moi j'ai l'impression, en tout cas c'est mon ressenti, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, du moins les mangas, c'est assez inégal. Beaucoup de titres m'ont ennuyé ou bien perdu. Mais ce titre-là, il m'a captivé. Gutanabe capture l'essence de l'horreur cosmique. Confronté à une civilisation ancienne et des mystères temporels, les dessins amplifient l'atmosphère oppressante et les décors cauchemardesques. C'est sans aucun doute l'un de mes titres préférés de l'auteur. Je m'y suis plongé à 100% et je vous l'ai dit, je l'ai lu en une seule fois, pourtant c'est un gros tome. C'est passé tellement vite, t'es absorbé par l'histoire, vraiment très très bon titre. Donc voilà, bon, il s'agissait d'une petite vidéo pour cet été, j'avais pas non plus énormément de lectures à vous présenter, mais quand même de très très bons titres dans cette sélection. J'espère que le concept de la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire en commentaire ou par le biais d'un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en attendant moi on se dit déjà à la prochaine, c'était Quantibus de la Mangatech, salut.